Je vais vous parler de Notre-Dame-du-Port à cheval sur la fin du XIXe et le début du XXe siècle et centrer les choses sur cette période. C'est un moyen pour l'historien d'orienter son observation vers la dimension politico-sociale de la présence de l'édifice dans la ville. En effet, c'est se situer au moment où l'installation de la Troisième République amplifie l'écho d'un discours anticlérical et multiplie aussi les mesures marquées du sceau de la laïcité et de la laïcisation. Surtout au début des années 1880, au moment où les républicains s'installent réellement aux commandes de la République. C'est marqué par la laïcisation, vous le savez, de l'école, des enseignants, des cimetières aussi. Avant que la séparation de 1905 ne mette fin, pour sa part, au régime des cultes reconnus. Les cultes, dès lors, ne sont plus subventionnés et ne jouissent plus de la même reconnaissance étatique d'un rôle social. Or, Notre-Dame-du-Port n'est pas clairement, on l'a dit depuis ce matin, qu'une paroisse parmi d'autres. Bien des éléments continuent à la distinguer au XIXe. Sur le plan spirituel, le culte rendu à Notre-Dame-du-Port, qui dépasse clairement, il s'agira de voir jusqu'où. Sur le plan socio-culturel et cultuel, l'importance accordée par la cité aux fêtes de Notre-Dame-du-Port, à ces processions dont parlait Stéphane Gomis à l'instant, et sur le plan architectural, le statut de chef-d'œuvre de l'art roman accordé au bâtiment. Désormais, on s'est mis au XIXe à identifier ce qu'était l'art roman. Donc ce statut de chef-d'œuvre lui confère à son tour potentiellement une notoriété extra-locale. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout cela, tous ces facteurs de notoriété finissent par protéger d'une certaine façon ou pas Notre-Dame-du-Port face à la montée d'un anticléricalisme qui se pose au cours du pouvoir. Notre-Dame-du-Port est une paroisse, d'abord. Remontons un tiers de siècle avant la période d'ouverture de mon enquête. En 1844, on pouvait lire, et vous avez la citation ici à l'écran, on pouvait lire dans l'Union provinciale, journal de l'époque, cette curieuse affirmation. On a dit avec raison que si la cathédrale était la paroisse de la contrée, Notre-Dame-du-Port était la paroisse de la ville. Alors le caractère provocateur, on peut dire, de cette sentence, il a un premier avantage, il nous permet de relativiser l'importance accordée dans les représentations et dans le vécu à l'échelle locale, relativiser l'importance accordée aux cadres territoriaux, administratifs et canoniques de base qui ont été redessinés au tout début du siècle en application du Concordat de 1801, surtout dans l'espace urbain où plusieurs paroisses se côtoient avec des limites qui peuvent paraître bien arbitraires, mais ce n'est pas une nouveauté, il y en avait même encore plus de paroisses dans des temps plus anciens. Notre-Dame-du-Port est donc canoniquement et administrativement en 1880 l'une des 5 paroisses entre lesquelles est divisé Clermont-Centre. J'ai exclu Montferrand de la carte. Clermont-Centre est divisé en 4 larges quarts autour du noyau central constitué par la paroisse de la cathédrale. De l'ouest à l'est et du nord au sud, on trouve Sainte-Trope, Notre-Dame-du-Port, Saint-Genès-les-Carmes, Saint-Pierre-les-Minimes et au centre, je le disais, la cathédrale. Toutefois, Notre-Dame-du-Port se distingue avec les paroisses de la cathédrale et de Saint-Pierre en étant le siège de l'une des 3 cures de première classe, ce que ne sont pas les 2 autres. Elles sont cures, mais pas de première classe. Donc c'est déjà une appartenance à un système de reconnaissance et d'honneur, et aussi de reconnaissance financière qui la distingue. En tant que cure, plus tard dénommée doyenné au début du XXe, elle coordonne, elle règle, elle relaie l'action pastorale dans l'ensemble d'un canton, car au début, ce sont les cantons dessinés comme cadre administratif qui ont servi de base au dessin des cures. Donc vous avez bien une superposition entre circonscription ecclésiastique et administrative. Donc elle est là pour coordonner un espace où on trouve Aubière, Romagna, Pérignat.
En tant que paroisse en soi, elle se prolonge, vous le voyez, je l'espère à l'écran, à l'est plutôt, jusque vers la gare. C'est d'ailleurs sur son territoire qu'est prise la paroisse Saint-Joseph, créée dans ce nouveau quartier en 1886. L'église n'est pas encore construite. Et vers le nord, elle englobe les quartiers de Sous-les-Vignes et de Champflour. Les limites sont donc assez artificielles et elles le sont bien plus encore dans le cœur de ville quand elles suivent depuis la Poterne, la rue du Port jusqu'à la rue Pascal, puis la rue de l'Oratoire. Le sentiment d'appartenance spécifique à une paroisse se construit néanmoins dans le temps par la pratique cultuelle attachée à l'église mère, que cette pratique soit régulière, festive ou limitée au rite de passage. Elle se construit aussi, y compris vis-à-vis de non-pratiquants ou de non-croyants, via la présence dans l'espace territorial de cette paroisse du clergé qui y est attaché. Les curés qui ont pleinement droit ici à ce titre, sinon on devrait parler de desservants, les curés, ils ont pour eux la durée qui facilite leur identification, le degré de reconnaissance à leur égard, de 1880 à 1910, de dates arbitraires que j'ai utilisées pour l'investigation. On n'en relève que deux, les abbés Virvaux puis Reynaud, le changement entre ces deux abbés intervenant en 1896. Tous deux sont chanoines honoraires de la cathédrale, ce qui, sans les placer au plus haut degré de reconnaissance épiscopale envisageable vis-à-vis du clergé diocésain, marque néanmoins qu'il s'agit là de prêtres considérés comme porteurs d'un honneur tout particulier que l'on peut relier à la façon dont est perçue l'église Notre-Dame-du-Port à l'échelle locale. Les vicaires sont, comme partout, plus fréquemment renouvelés. On en compte ici 14 au cours de la même période, mais ils sont 3 en permanence, autant que dans la plupart des autres paroisses de la ville, sauf Saint-Joseph, créé plus récemment, qui en aura beaucoup moins. Donc 3 en permanence, et il est fort possible, même si je n'ai pas pu le vérifier encore pour l'instant, que soit appliqué ici le même procédé que dans d'autres paroisses de la ville à l'époque, à savoir que chaque vicaire se voyait affecter le suivi particulier d'un secteur délimité du territoire de la paroisse, ce qui en faisait un référent pas seulement spirituel, potentiellement familier pour les habitants de cette partie du territoire de la paroisse. Les mouvements de population constituent en revanche un indice possible de fragilisation, cette fois-ci, du lien d'attachement et d'identification à sa paroisse de résidence, même pour des pratiquants. En cette époque, je vous rappelle que je prends les années 1880-1910, en cette époque de croissance urbaine et tout particulièrement de développement industriel clermontois, la croissance de la population paroissiale reflète surtout les installations dans de nouvelles constructions, dans les nouveaux quartiers. C'est donc, à contrario, la paroisse de la cathédrale au cœur de la vieille ville qui échappe le plus, avec 5% seulement d'augmentation de sa population entre 1879 et 1910. Les croissances les plus fortes sont, et ça n'étonne personne, à l'est, Montferrand, plus 133%, Saint-Joseph détaché de Notre-Dame-du-Port avec plus 82% rien qu'entre 1898 et 1910, mais avec plus 45%, Notre-Dame-du-Port ne doit pas échapper dans ces territoires extramuros, notamment en direction du nord, à des arrivées significatives de nouveaux habitants pour qui le lien avec la paroisse n'est pas un héritage transmis, mais doit être construit et peut tout à fait constituer d'ailleurs une des voies de meilleure intégration dans une ville d'installation. Il faudrait, pour détailler les choses, évidemment rentrer dans une micro-histoire des migrations et travailler et sur les recensements et sur les listes qu'on peut avoir de communion, de mariage dans la paroisse. Parmi les apports de population, il y a celui des militaires de la garnison de Clermont, stationnés dans la paroisse, au moins pour une partie d'entre eux, mais ils constituent
un corps à part qui ne se mêle guère aux autres paroissiens dans leurs pratiques religieuses, puisque dans les années 1890, c'est à la chapelle Saint-Laurent, on en a parlé ce matin à propos de l'époque où elle était paroisse, donc la chapelle Saint-Laurent dans la rue du même nom, c'est là qu'ils vont suivre le culte réservé aux militaires à 11h30 les dimanches et jours de fête. Les autres paroissiens disposent, selon l'intensité de leur pratique, chaque jour de 4 messes basses, donc non chantées, à 6h, 7h, 8h, puis 9h en semaine, 11h30 le dimanche, et tous les soirs, d'une récitation publique du chapelet à la souterraine. Le dimanche, d'une grand-messe à 9h30, qui passe à 9h en 1910, et des vêpres à 15h, qui sont en revanche à 14h30 en 1910. Ponctuellement, comme dans toute paroisse, des retraites, des neuvaines, des réunions, des messes spécifiques réunissent des groupes de paroissiens rassemblés parfois au sein d'œuvres, des mères de famille, les pères de famille, avec volonté de ramener davantage d'hommes vers la pratique, les associés du rosaire, les jeunes gens, les jeunes personnes, ça veut dire les jeunes filles, des groupes professionnels aussi, comme les domestiques groupés au sein de l'œuvre Sainte-Zite, ou bien les maçons. Les espaces intérieurs de la basilique sont ainsi mobilisés de façon différentielle et à tour de rôle. En 1890, donc vous avez compris que c'était mon année test, hors du maître-autel, la souterraine, c'est le lieu non seulement de la récitation quotidienne du chapelet en soirée, mais aussi, selon un rythme mensuel, du chant des litanies de la Vierge ou de la messe pour les bienfaiteurs de l'Église. Donc, prioritairement, la souterraine est associée à la Vierge. La chapelle du Rosaire est spécifiquement le lieu de rassemblement des jeunes filles qui suivent le catéchisme de persévérance, au-delà de la communion. C'est aussi le lieu de leur communion mensuelle. Et c'est également le lieu de réunion des associés du Rosaire vivant. La chapelle Notre-Dame de Pitié, donc juste l'autel qui est en allant vers la sacristie, est en revanche l'espace des hommes. Ils y sont rassemblés, par exemple, en février pour la fête de l'adoration perpétuelle. Quant à la chapelle du Sacré-Cœur, elle est essentiellement mobilisée lors du mois de Marie, le mois de mai, et mensuellement pour une amende honorable au Sacré-Cœur, qui est une dévotion tout à fait montante au XIXe. Pensez évidemment à la construction du Sacré-Cœur de Paris, et j'en reparlerai tout à l'heure. Cette utilisation différenciée des espaces de la basilique renvoie toutefois à des exercices cultuels destinés aux paroissiens avant tout, tels qu'on en retrouve dans les autres églises paroissiales. Ils peuvent cependant supposer des niveaux de familiarité avec l'édifice et de capacité à l'aborder, non pas globalement, mais via le prisme sensible d'une identification précise de sous-espace qui va au-delà de la simple distinction entre église haute et souterraine, et cela signe un rapport forcément différent avec la basilique de la part des paroissiens, du moment qu'ils ont une pratique qui n'est pas trop espacée, par rapport à des Clermontois non paroissiens ou à des visiteurs extérieurs. Mais la particularité de Notre-Dame-du-Port, c'est assurément que l'usage de l'édifice par ces catégories de non-paroissiens y est particulièrement importante. Cette église demeure en effet, au XIXe, un lieu de pèlerinage. Alors, j'ai mis majeur, mais je pense que je pourrais mettre plutôt, vu ce que je vais dire, un point d'interrogation après et qui rejoindrait celui qu'on a mis dans quelques interventions précédentes. Deux dates sont particulièrement marquantes pour Notre-Dame-du-Port au début de la Troisième République. Le couronnement de la statue en 1875, puis la promotion de l'église comme basilique mineure en 1880. La conjonction chronologique avec le cadre politique est trop frappante, je crois, pour ne pas penser ici à des modalités de mobilisation d'une sorte de front ecclésial. Le 20 juin 1875, le couronnement de la Vierge s'inscrit dans une phase de gouvernement d'ordre moral où le pouvoir
est détenu par les monarchistes, la République n'est pas encore aux républicains, ils initient parallèlement, dans une démarche à la fois expiatoire et de reconquête, la construction du Sacré-Cœur à Montmartre. Il y a bien donc conjonction. Et d'ailleurs, le pape, dans son bref d'approbation du couronnement de la statue, écrit qu'il s'agit de, je le cite, « faire reconnaître au monde entier que la France est catholique et ne craint pas de professer publiquement sa foi ». Donc on est bien dans cette démarche de reconquête, démarche tout à fait politique, en 1875 pour le couronnement. Et en 1880, il a pu s'agir cette fois de faire face aux offensives laïques concomitantes par l'exaltation affirmée d'un lieu de culte jugé comme insigne pour la ville. Le couronnement, c'est celui d'une statue de pèlerinage ayant et attirant des pèlerinages, ayant déjà une importante notoriété, mais qui se nourrit visiblement de l'essor marqué de la piété mariale dans les décennies centrales du XIXe siècle et de la mise en place de circuits de pèlerinage à longue distance, notamment vers Lourdes, à partir de la reconnaissance de Lourdes comme lieu de miracle et lieu d'apparition. Le statut de Notre-Dame-du-Port, à cette époque, doit en effet se lire à cette échelle dans un réseau national. Début juin 1890, 600 pèlerins partis de Saint-Étienne pour Lourdes font une étape d'une matinée ici même pour, je les cite, placer leur voyage sous la protection de Notre-Dame-du-Port en allant prier à la souterraine. En septembre, toujours 1890, ce sont 1300 pèlerins lorrains revenant de Lourdes qui y font étape pour la deuxième année consécutive. Et c'est intéressant parce qu'ils ont laissé l'année précédente une bannière en souvenir. Et évidemment, on ressort la bannière pour leur montrer qu'on ne les a pas oubliés et qu'ils peuvent continuer à revenir les années suivantes. Le mois suivant, ce sont cette fois-ci des pèlerins de Tulle et d'autres de Toulouse qui reviennent de Paray-le-Monial et qui tiennent à s'arrêter ici pour, je les cite encore, porter à Notre-Dame-du-Port l'hommage de leur piété filiale. Dans les pratiques pèlerines et les discours, Notre-Dame-du-Port se trouve ainsi mise en réseau et en quelque sorte portée à partager leur aura avec notamment Fourvière, Lourdes, Paray-le-Monial. En fait, elle n'est guère pour sa part, et je crois que c'est important parce que ça montre qu'elle n'est pas au même niveau, elle n'est guère un lieu de destination. Elle est simplement de notoriété suffisante pour motiver le ménagement d'une étape dévotionnelle tout au long, sur le parcours du voyage. À échelle plus locale, Notre-Dame-du-Port, de même, bénéficie d'une dévotion extra-paroissiale, mais non diocésaine pour autant. C'est un lieu vers lequel convergent les paroisses ou les institutions dans une démarche pèlerine avec le mois de Marie, le mois de mai comme acmé. Toujours en 1890, se distinguent 4 principales catégories de groupes pèlerins. En premier lieu, les enfants de Marie, groupe paroissiaux de jeunes filles catholiques, 29%, suivi de près des élèves d'institutions religieuses, 23%. Dans les deux cas, c'est une piété surtout féminine qui est promue avec l'enjeu capital de la transmission de la dévotion et de la pratique pèlerine auprès des plus jeunes. En outre, à tour de rôle, l'une des institutions scolaires catholiques du diocèse offre le bouquet du mois de Marie à Notre-Dame-du-Port. Puis, troisième groupe catégoriel, les religieuses, religieux ou séminaristes. Quand on les cumule, ça représente 22% de l'ensemble. C'est là davantage l'exercice d'une piété interne à l'institution, sans les enjeux de transmission qu'on a avec les plus jeunes. Et enfin, les groupes paroissiaux, moins nombreux, 18%. Il n'y a plus là les enjeux de transmission présents auprès des plus jeunes. Or, la cartographie que vous voyez tout à droite de l'écran de l'origine des groupes extra-clermontois montre que finalement, cette attractivité pèlerine du mois de Marie, elle touche essentiellement des paroisses dans un rayon assez proche, un rayon d'une quinzaine de kilomètres contenu dans la plaine de Limagne. Donc on ne peut pas dire que Notre-Dame-du-Port, c'est un culte de pèlerinage qui attire l'ensemble du diocèse.
Le dépassement de la stricte échelle paroissiale, c'est néanmoins à Clermont même qu'il est le plus sensible, avec, cette fois-ci, pour moment fort, les fêtes annuelles de Notre-Dame-du-Port, le 15 mai, le clergé revendiquant l'ancienneté de la cérémonie en mettant en avant l'origine dont parlait Stéphane Gomis tout à l'heure au début du XVIIe et en tirant parfois, là on est dans les instrumentalisations de l'histoire, en tirant parfois l'ancrage de légitimation jusqu'à Urbain II prêchant la croisade à Clermont, mais c'est pas innocent, les années 1890, c'est celle de la célébration des 800 ans de l'appel, du coup c'est quelque chose qui revient assez facilement dès lors que l'on veut montrer que quelque chose est ancien à Clermont. Ce qui est singulier, c'est que la fête patronale de la paroisse, le 8 septembre, ne donne pas lieu, en revanche, à de grandes manifestations extériorisées. Tout est vraiment déporté vers ces festivités à l'échelle de la ville, celle de la fête du mois de mai, où Notre-Dame-du-Port est certes au cœur de l'hommage dévotionnel, mais où en même temps la paroisse se dilue dans la ville et l'église Notre-Dame-du-Port doit partager sa centralité paroissiale avec la cathédrale. C'est bien ici qu'ont lieu la grand-messe qui ouvre la journée, toujours dans mon année témoin 1890, puis au retour de la procession, il y a encore ici même une autre messe, mais l'après-midi, les vêpres pontificales avec sermon sont célébrées cette fois à la cathédrale. La procession générale, pour sa part, semble bien sortir du périmètre de la paroisse en allant au moins jusqu'à la place Michel de l'Hôpital, qui est hors de la paroisse, même si le principal rassemblement a lieu en territoire paroissial, place de Lille, là encore, celle, selon la tradition, on n'arrête pas de le répéter à cette époque-là, la place de la prédication de la croisade. La primauté de la cathédrale n'est d'ailleurs pas réaffirmée seulement lors des fêtes de Notre-Dame-du-Port, mais aussi lors de la fête Dieu, où toutes les paroisses de la ville sont tenues de converger vers l'église mère du diocèse et non vers Notre-Dame-du-Port. Notre-Dame-du-Port a pourtant bénéficié d'un rechargement de prestige en 1880 en étant promue basilique mineure par le pape Léon XIII. Cette promotion constitue vraisemblablement, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, une forme de manœuvre politique pour réaffirmer la place de l'Église dans l'espace urbain à l'époque des initiatives multiples de laïcisation lancées par les Républicains désormais aux commandes de la République, mais elle reflète également l'activisme constant de Monseigneur Boyer, l'évêque de l'époque, auprès de Rome pour obtenir des signes de prestige, alors y compris à l'égard de la cathédrale, le titre d'insigne cathédrale, un habit spécial pour les chanoines. C'était quelque chose dont il était visiblement friand et ça lui permettait d'entretenir son réseau à Rome qui fera plus tard de lui un cardinal. Cette sensibilité particulière, elle est d'ailleurs bien illustrée par sa volonté de faire immortaliser sur deux plaques qui sont là. Je manque de chance, je ne les ai pas photographiées l'autre jour, je les ai photographiées juste tout à l'heure. Donc vous irez voir, si vous voulez, les deux plaques qui sont de part et d'autre de la porte de la sacristie et qui marquent chacune le souvenir, pour l'une, de l'érection en basilique mineure, pour l'autre, de l'affiliation à Notre-Dame de Latran, 1880-1881, et on dit bien que ce sont là des plaques qui sont faites en marbre venu d'Italie, donc c'est un autre moyen de marquer le lien direct avec l'Italie et donc par ce biais-là avec Rome. Ce sont d'ailleurs les fêtes de Notre-Dame-du-Port qui ont focalisé sur elle, à partir de 1903, la volonté de la municipalité de manifester son attachement à une laïcité de combat. À partir de 1903, en effet, la mairie interdit les processions, alors que c'était le moment fort pas seulement de la paroisse, mais aussi de la ville, vécue en communion avec ces processions le long des façades décorées. Pourtant, on ne peut pas dire que Notre-Dame-du-Port ait constitué un pôle de résistance marqué et farouche de la part du clergé face à la mise en œuvre des inventaires qui, en février 1906, ont suivi de peu la promulgation de la loi de séparation de 1905. Cet inventaire, il a eu lieu le 22 février 1906.
Certes, une foule de fidèles s'était bien massée dans l'église, les hommes avaient entrepris de dresser, c'était la chose tout à fait courante, des barricades de chaises devant certaines des portes, mais pas toutes, pas sur le côté, uniquement au fond. Ce qui fait que le préfet a pu rentrer sans difficulté, ainsi que les gendarmes, par les portes latérales. Mais les manifestations d'hostilité vis-à-vis de la séparation et vis-à-vis de la force publique sont restées essentiellement dans des modes de protestataires symboliques, recourant beaucoup à l'ordre sonore, ce qui était assez commun d'ailleurs. Le tocsin consonne les cris hostiles proférés, mais tant qu'on se contente de crier, des cantiques de réaffirmation identitaire et d'entretien de la solidarité du groupe. Plus encore, le curé a joué un rôle de médiateur et de conciliateur très affirmé. Il a exhorté en chair les fidèles à ne pas commettre de violence. Et après l'échec de la première tentative d'inventaire, mais en général la première fois, il y a une petite opposition, et pour ne pas déclencher de violence, la force publique se retire. Et donc là, le curé engage les fidèles à repartir, ce que beaucoup font. Donc lors de la deuxième tentative, il n'y a plus grand monde pour résister. Et le journal républicain L'Avenir du Puy-de-Dôme rend lui-même hommage à l'attitude du curé. Je le cite. Monsieur l'abbé Reynaud monte en chair, il recommande le calme à ses fidèles, il prie l'Assemblée de ne point s'opposer à la loi et engage tous les assistants à se retirer. Sur son indication, les portes sont ouvertes, le Suisse et le Bedeau se chargent du service d'ordre. Il lit alors une protestation, mais une protestation pour la forme, qui lui conserve toute sa légitimité auprès des plus fermes opposants aux inventaires, et il laisse la procédure se dérouler, sous la contrainte, évidemment, symbolique. C'est donc le schéma dominant dans le pays, contrairement à l'image qu'on a souvent, c'est donc le schéma dominant dans le pays que l'on retrouve ici, non pas un refus jusqu'au boutiste, mais au prix d'un jeu de rôle symbolique assumé par les deux parties, qui ainsi ne perdent pas la face. Un inventaire est mené à bien sans recours à une violence marquée. Mais ce n'est que de façon minoritaire que le curé, ailleurs, se pose comme la figure principale de conciliateur. Donc le cas de l'abbé Reynaud apparaît bien singulier et tout à fait intéressant. Pour autant, la fermeté d'une municipalité prompte à adhérer à une laïcité de combat n'a pas été amendée par cet assaut de bonne composition du clergé. C'est au nom de son pouvoir de police qu'un maire pouvait interdire une procession si un danger était avéré. Mais la loi de 1905 n'a pas interdit les processions, justement au nom du principe de garantie, la garantie engage l'État, de la liberté de culte. La municipalité n'en a pas tenu compte et il a fallu attendre des années et des années de bataille juridique et finalement une décision du Conseil d'État en 1933 pour que l'interdiction de la procession des fêtes de Notre-Dame-du-Port soit déclarée illégale et que la procession reprenne. De la sorte, l'impression que l'on retire de la comparaison entre 1890 et 1910 est celle d'une sorte d'effacement de la présence de Notre-Dame-du-Port hors de l'église éponyme elle-même. Le culte interne se poursuit de façon quasiment inchangée, avec les mêmes formes de rendez-vous dévotionnels. Il y a toujours un curé et le même nombre de vicaires, même s'ils ne sont plus désormais salariés par l'État. Mais on ne trouve plus d'annonces, par exemple à Noël, de représentations théâtralisées de la nativité donnée par les jeunes gens de la paroisse dans une salle extérieure à l'église. D'autre part, alors que fréquemment, à l'issue des vêpres, dans les années 1890, une procession avait lieu autour de l'église, ceci ne se rencontre plus, évidemment. Si même la grande procession du mois de mai est interdite, les petites processions dominicales autour de l'église, on devine que c'est le même statut. Comme ailleurs, les processions n'ont plus lieu qu'à l'intérieur de l'édifice. Donc il faut imaginer les gens qui tournent dans les nefs latérales pour avoir un succès d'année de procession.
Est-ce pour cela que l'on ne voit plus de même de mention dans la semaine religieuse de pèlerins de telle ou telle ville se rendant à la basilique? Je ne sais pas, il faudrait croiser avec la presse locale pour voir si effectivement il n'y a plus de pèlerinage extérieur signalé, mais en tout cas c'est une absence qui marque un contraste avec les données de 1890. Alors que l'on sait bien que ce type de manifestation, les pèlerinages, les processions, prend dans l'espace public une dimension qui dépasse largement leur nature cultuelle pour y adjoindre des composantes de partage festif, de sociabilité, de communion identitaire, il y a un clair resserrement, un clair repositionnement dans les murs de l'édifice qui vaut effacement de la dimension socioculturelle citadine de Notre-Dame-du-Port. La question qu'il faudrait alors se poser, et que je n'ai malheureusement pas eu le temps d'approfondir suffisamment pour aujourd'hui, c'est celle du rôle parallèle du tourisme pour recharger en ce cas la signification, la fonction de Notre-Dame-du-Port dans l'espace public clermontois. En effet, la mise en sourdine forcée pour quelques décennies de la fonction pèlerine, alors même que l'essor de la fonction thermale de Roya, par exemple, avait accéléré la mise en tourisme de Clermont depuis le milieu du XIXe, est-ce que cela n'a pas pu contribuer à déplacer en partie les représentations mentales forgées à propos de Notre-Dame-du-Port, en accentuant l'importance accordée à sa nature de monument et progressivement à son statut patrimonial? Un statut patrimonial longtemps vu en bonne partie à travers le prisme du bâti, de l'architecture, mais qui s'est progressivement élargi au cours du XXe siècle à la notion de patrimoine immatériel, laquelle englobe les pratiques dévotionnelles et pèlerines et permet d'une certaine façon de réintégrer les composantes de l'identité perçue de Notre-Dame-du-Port au XIXe, mais à travers une relecture qui les fait différentes en recherchant leur part d'universalité. Et c'est cela qui, je crois, devait être présent également dans le regard porté par l'UNESCO. Je vous remercie.